Bienvenue dans les décideurs de l'emploi. Je reçois aujourd'hui Aline Crépin, directrice de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises du groupe Randstad France, spécialiste des solutions en ressources humaines, des services en ressources humaines, recrutement, intérim, conseil en management. Et je reçois également Éric Bellion, navigateur et fondateur du projet Comme un seul homme, aventure humaine et maritime centrée autour d'une idée, la diversité est une force. Aline Crépin, Éric Bellion, bonjour. Bonjour. Comment faire rimer diversité et cohésion d'équipe, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouveau numéro des décideurs de l'emploi. Et pour commencer, Aline Crépin, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut donner une définition à la diversité ? Je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles pour commencer, là, ce que vous me demandez, puisque moi, ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet, un peu plus maintenant. Et je crois qu'en 10 ans, je n'ai pas vu de définition exacte de la diversité. Il n'y a pas de fondement juridique particulier. Sur la discrimination, oui. Sur la diversité, non. Ce que je dirais, c'est que c'est surtout essayer de faire travailler et vivre ensemble au sein d'une entreprise, des personnes diverses, quelle que soit leur origine, mais également leur situation personnelle, leur situation de famille, la façon dont ils se voient ou la façon dont ils se comportent, et de faire en sorte que tous ces gens qui sont justement d'horizons très variés, avec des besoins très variés, puissent travailler ensemble de façon apaisée. Éric Bellion, vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, bien sûr. Et puis on est tous différents. On est tous différents. Et alors, justement, comment on crée une culture d'entreprise ouverte à la diversité ? Parce que ce n'est pas si évident. On le voit déjà même sur cette notion homme-femme. Eh bien, il y a des différences, justement, dans l'entreprise, des inégalités. Comment on crée une culture d'entreprise ouverte à cette diversité ? Alors surtout, il faut prendre le temps. Parce qu'une culture d'entreprise, ça ne se décrète pas. On ne va pas décider un jour ou l'autre qu'on va être particulièrement ouvert à la diversité. Il faut en revanche une impulsion politique très forte au départ, mais il faut se laisser le temps de construire avec un certain nombre d'outils, de formation, de sensibilisation, qui permettent justement de faire en sorte que ça ne soit pas de la com, mais que ça soit vraiment quelque chose que les gens vivent au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement je suis bienveillant vers les autres et on s'aime tous, ce n'est pas ça l'idée, c'est de se dire je suis capable de travailler avec des gens qui ne me ressemblent pas, parce que comme le disait Éric, on est tous différents, mais travailler avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui n'a pas la même façon de voir les choses, d'appréhender un sujet, etc., c'est pas forcément évident. Et les gens ont souvent peur de l'autre. Et ce qu'il faut, c'est arriver à lever ses peurs pour arriver à travailler ensemble correctement. Alors, on va revenir justement sur quelles sont vos méthodes au sein du groupe Randstad pour lever ces peurs. Éric Bellion, vous êtes, je le disais en introduction, navigateur et vous avez lancé un certain nombre de projets avant Comme un seul homme, dont on reviendra plus tard dans l'émission. Mais avant cela, vous aviez déjà monté des projets où vous faisiez monter sur votre bateau des personnes aux profils différents, des personnes en situation de handicap, des personnes valides, des personnes jeunes, des personnes plus âgées. Comment ça se passe sur le bateau pour faire vivre toutes ces personnes ensemble ? D'abord, c'est compliqué parce que la diversité, vivre ensemble et travailler ensemble quand on est différent, c'est d'abord des difficultés, pour ne pas dire un mot plus trivial. D'abord des difficultés. Et nous, sur notre bateau, sur nos bateaux, là, sur une démarche qui a quasiment 12 ans maintenant, l'idée, c'est de se prendre une phrase, une jolie phrase que beaucoup de gens disent en disant la diversité humaine enrichit, c'est une force. Et souvent, ça reste au stade de la phrase, parce qu'on essaie de s'y mettre, mais d'abord, on a des problèmes. Et on voit qu'il y a très peu d'organisations qui, concrètement, y vont, et qui font vraiment, qui osent le Quels sont les problèmes, justement ? Écoutez, quand vous faites... Alors, je vais prendre l'exemple du bateau, mais on pourra parler de l'entreprise, mais quand vous recrutez un équipage de gens complètement différents sur un bateau, sur un endroit qui est clos, un endroit qui est extrême, où il faut travailler ensemble, la première chose, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas les mêmes codes. Et quand vous n'avez pas les mêmes codes, quand vous passez votre temps à vous frôler, à vous sentir, à vivre ensemble, à souffrir, à faire un effort ensemble, quand vous n'avez pas les mêmes codes, d'abord ça clash, d'abord ça fait des étincelles. Et après, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme management, comme esprit d'équipe ? Comment il faut recruter
pour avoir un équipage qui peut aller au-delà de ces difficultés pour créer à la fin de la performance, de l'innovation et de l'enrichissement collectif. Ça, c'est ce qu'il y a à mettre en place. Alors, justement, sur le bateau, quelles sont les premières choses qui sont à mettre en place pour justement aller au-delà de ces différences de code et faire travailler ces personnes ensemble? La première chose, après avoir osé le fait d'avoir recruté des gens différents, pour moi, la toute première chose, c'est faire confiance. Faire confiance, ça veut dire donner le droit à l'erreur. Et donner le droit à l'erreur, c'est indispensable parce que quand vous voulez travailler avec quelqu'un et qu'il vous enrichisse de sa différence, la première chose à faire, c'est qu'il puisse exprimer sa différence. Si vous le formatez tout de suite en disant « je veux que tu travailles comme moi », vous avez tout raté parce qu'il va travailler comme vous, il ne va pas apporter sa différence. Donc sur mes bateaux, moi j'ai l'habitude de ne pas blâmer l'erreur. Une fois qu'on a parlé, qu'on a donné les règles, excusez-moi, la chose c'est qu'on blâme pas l'erreur. C'est-à-dire qu'une personne, une fois qu'elle a demandé conseil, une fois qu'elle a eu l'avis de tout le monde, elle peut faire la chose différemment. En revanche, on blâme l'erreur, évidemment, quand la personne fait n'importe quoi de son côté sans avoir tenu compte des règles et de l'avis de tout le monde. Mais d'abord, c'est la confiance. Et la confiance... Donc diversité ne veut pas dire absence de règles. Absolument pas. De toute façon, la diversité, on va la prendre comme une richesse. On va la prendre comme un facteur qui va apporter quelque chose à l'équipe, comme un facteur. Mais d'abord, la personne qui est diverse doit respecter ses règles, bien sûr, c'est évident. Aline Crépin, là on parle d'un contexte, on est sur un bateau, on est en mer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description que fait Éric Bellion? Est-ce que vous êtes confronté au même problème au sein de Randstad? Alors, on n'est pas sur des choses aussi extrêmes dans la mesure où là, sur un bateau, il faut aller vite, il faut prendre les décisions rapidement, il faut qu'elles soient appliquées rapidement, mais dans un espace-temps qui est très restreint. Dans l'entreprise, on a les mêmes soucis aussi d'avoir des décisions qui soient appliquées rapidement, mais on n'est pas du tout dans le même espace-temps et on n'a pas les mêmes conséquences non plus sur la vie, fort heureusement, qu'on peut avoir sur un bateau. En revanche, je pense que l'expérience que décrivait Éric est vraiment en petit et en accéléré ce que peut vivre une entreprise sur du long terme. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est à grande échelle, sur du long terme, en prenant notre temps, contrairement à ce qu'on peut faire sur un bateau, de faire en sorte que cette confiance se crée, parce que là, je suis tout à fait d'accord aussi. On est sur cette histoire de confiance, l'histoire de connaître l'autre, de ne pas appréhender le fait de travailler avec des gens qui sont différents et différents de soi, parce qu'on est forcément différent aussi. On est aussi la personne diverse pour l'autre. Et une fois qu'on a réussi à faire tomber cette barrière de mais il ne travaille pas comme moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, ou mais pourquoi il fait ça comme ça, mais il est nul en informatique, ou tout ce qu'on peut entendre en termes de clichés sur les gens, parce que même ils arrivent dans la pièce, on ne leur a même pas demandé qui ils étaient, qu'on a déjà un avis sur eux. Et une fois qu'on a déconstruit ça, qu'on se dit finalement non, j'ai pas d'avis, on va voir comment ça se passe, on va donner la chance à l'autre et on va voir ce que ça donne. Quelles sont vos méthodes justement, vos moyens d'action sur les employés de Randstad? Déjà, vous agissez en priorité sur les managers, sur les collaborateurs, comment ça marche? Alors, on a, agi en priorité sur les managers, en commençant par le top management, parce que si ça ne vient pas du haut dans une entreprise, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne prendra pas parce qu'il faut que le management puisse porter, parce qu'on est dans le registre des valeurs, mais surtout puisse les appliquer au quotidien. Et là, c'est si le manager n'est pas exemplaire dans sa démonstration, comment pouvez-vous demander à des équipes de l'être? Donc là, c'est extrêmement important de former le management dans un premier temps, avec un soutien fort de la direction générale. On a formé, nous, à peu près 1000 managers sur 3 ans, des formations d'une journée où, justement, on a essayé de déconstruire les stéréotypes. Alors, par exemple, avec des ateliers sur, vous donnez 2-3 éléments sur une personne, et avec ces 2-3 éléments, vous voyez que vos 8 ou 10 stagiaires, ils commencent à faire la vie de cette personne depuis son enfance jusqu'à son arrivée dans l'entreprise. Elle se retrouve avec une famille, pas de famille, avec tout un tas de clichés que les stagiaires projettent sur le simple fait d'être une femme ou d'avoir 50 ans ou d'être chauffeur routier ou n'importe quoi.
Et à partir de ça, ce qu'on leur demande, c'est justement, une fois qu'ils ont bien chargé en stéréotype cette personne, on leur demande de dire, bon ben voilà, maintenant cette personne, c'est avec elle que vous allez travailler. Et vous allez pouvoir justement expliquer à votre hiérarchique, ou à votre collègue que cette personne-là, elle est pleine de qualités. Or, ils ont passé peut-être un quart d'heure, une demi-heure à expliquer en quoi c'était juste pas possible de travailler avec cette personne-là. Donc, rien que ça, alors il y a d'autres exercices de ce type-là, mais sur une journée, ça permet de se dire, oula, moi j'ai plein de filtres en fait, parce que les gens, par essence, se disent, à part quelques-uns, mais globalement, les gens se disent, moi je suis hyper ouvert, je travaille avec tout le monde, j'aime tout le monde, et puis de toute façon, la culture d'entreprise m'a dit qu'il fallait que j'aime tout le monde. Dès qu'on met les mains dans le cambouis... Et puis, mais n'importe qui va se faire prendre à ce jeu-là, et au bout d'un moment, va se dire, ah, même moi qui suis hyper ouvert, eh ben, j'ai des filtres ou j'ai des stéréotypes sur tel ou tel type de personne. Et c'est là-dessus qu'on travaille en se disant, une fois qu'on sait qu'on a des stéréotypes ou qu'on projette sur quelqu'un des caractéristiques qu'il n'a pas, eh ben, déjà on a fait un grand pas parce qu'on va commencer à pouvoir découvrir l'autre sans l'avoir déjà habillé pour l'hiver avant qu'il soit rentré dans la pièce. Éric Bellion, Aline Crépin soulignait l'importance de former le top management, puis le management intermédiaire, que l'initiative vienne quand même d'eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment. Je trouve que dans l'entreprise, la diversité est trop traitée par les RH et pas assez par les managers. Et c'est du management. Aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Aujourd'hui, on a tendance à se focaliser sur ce que j'appelle les différences superficielles et non pas sur les différences fondamentales. Je m'explique. Une différence superficielle, pour moi, c'est la couleur de la peau, le fait de se tenir debout ou assis, d'avoir tel sexe, d'avoir tel âge, de venir de tel endroit. Ça, c'est superficiel. Ce qui est fondamental, c'est adhérer au même objectif dans l'entreprise, adhérer à la même notion de sacrifice, d'engagement pour atteindre cet objectif, avoir la même notion du respect du leadership. C'est ça ce qu'on va devoir chercher. Et quand on est un recruteur ou un manager, c'est ça ce qu'on va chercher. Et si on est intelligent en management, mais en recrutement, on va prendre des gens qui partagent le même fondamental et on va chercher des gens qui ont des différences superficielles, un maximum de différences superficielles. Je prends souvent l'exemple du braquage de banque. J'aime bien les films de braquage de banque. Mais si vous êtes un braqueur intelligent, vous allez recruter une équipe avec un chauffeur pour la voiture, un tireur, un dessoudeur, vous avez des gens de profils différents. Mais vous partagez tous le même objectif, ils veulent braquer la banque. Donc si vous n'avez qu'un chauffeur, vous allez être un peu dans la mouise. Et aujourd'hui, c'est un moyen extraordinaire, la diversité, de réenchanter aussi le rôle du manager. Aujourd'hui, être manager, pour plein de gens, c'est faire du reporting et c'est être entre le marteau et l'enclume. Il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui de manager. En revanche, se dire, je peux avoir des gens qui partagent le même objectif et faire en sorte que leurs différences soient perçues non pas comme une barrière infranchissable, mais comme un enjeu d'équipe, comme une formidable opportunité de devenir innovant et performant demain et que tout le monde se sente bien. Et ça, c'est la chance de la diversité. Ça ne coûte pas d'argent, même ça en rapporte. Vous parliez de confiance tout à l'heure. Ouais. La confiance, ça passe aussi par la sincérité de chacun. Vous dites, on ne peut pas tricher sur un bateau. Pourquoi ? Ouais. Alors, il n'y a pas que dans le bateau. C'est vrai que la mer a ça d'extraordinaire, c'est que c'est un élément naturel, comme la montagne. Et quand vous êtes dessus, vous ne pouvez pas jouer un rôle. Vous ne pouvez pas avoir des situations bancales. Vous ne pouvez pas arriver avec une équipe qui ne fonctionne pas. Parce que la mer sanctionne tout de suite. Et si vous devez confier votre vie à quelqu'un pendant que vous allez dormir, qui va tenir la barre à votre place, vous n'allez pas vous considérer cette personne en disant « oui, j'ai un peu de pitié, il faut qu'elle soit à bord » ou je fonctionne avec de l'angélisme, il faut que cette personne soit à bord parce qu'elle est diverse. Non, vous avez besoin d'un coéquipier, d'un équipier. Et dans l'entreprise, c'est pareil. On voit très bien les discours bien pensants. On est arrivé à l'usure totale de ces discours bien pensants. On est arrivé à l'usure totale de la pitié et de l'angélisme. Ça fait beaucoup de dégâts dans plein d'organisations qui avaient essayé sur cet aspect-là en disant oui, la diversité enrichit. Non, la diversité, c'est d'abord des problèmes. Mais comment ces problèmes, on en crée de la richesse. Et c'est une
une démarche qui prend de l'énergie, qui est difficile, mais comme dans tout, comme une balade en montagne, quand on a tous souffert ensemble, à la fin, il y a la vue sur la vallée, c'est beau, et on a grandi ensemble. Et c'est ça ce qu'il faut aller vendre aux collaborateurs. C'est-à-dire, ça va être difficile, mais comme vous êtes tous différents, mais vous partagez tous le même objectif, vous allez en ressortir différents, et vous allez exulter à la fin. Alors, vous parliez d'angélisme. Est-ce que, justement, un des écueils à éviter quand on parle de diversité, c'est le politiquement correct. Je vais rebondir sur les événements tragiques qui se sont passés. Hein. Je pense à l'attentat de Charlie Hebdo, puisque ça a soulevé quand même cette question de l'humour. Peut-on rire de tout? Est-ce qu'on peut rire du handicap d'un autre? Aline Crépin. On peut rire, pas du handicap d'un autre. On va rire de l'absurdité du stéréotype. C'est ce qu'on a fait, nous, sur une campagne. Ça fait 3 ans qu'on fait une campagne de... Vous travaillez avec un dessinateur? On travaille avec Antoine Chéreau, absolument, qui a beaucoup de talent et qui nous a prêté justement sa plume et ses dessins pour illustrer la lutte contre les stéréotypes. Et comment on peut être justement ridicule en posant sur l'autre un regard qui est bardé de tout un tas de stéréotypes culturels, d'idées du café du commerce, où on se dit mais l'autre il est forcément comme ça. Et on a essayé de déconstruire ça en interne. Donc on a formé le management et on a envoyé ces dessins, un par mois, sur l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, pour justement supporter ce discours et continuer à, au quotidien, faire cette piqûre de rappel dont on a besoin, parce que là, on n'est pas juste en train de dire on va faire une compétence technique supplémentaire. On est en train de dire on est en train de changer la culture de l'entreprise, on est en train de changer le comportement et la culture des gens. Donc, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, on a intérêt à y croire, parce que sinon, effectivement, comme vous le disiez, si c'est juste un coup de com', on fait ça pendant 6 mois et après on passe à autre chose. Or, la diversité, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Nous, on l'a inscrit dans le temps avec le label diversité notamment. Et là, on a des gens qui viennent voir régulièrement ce qu'on fait, on monte par patte blanche, on explique comment on est dans un schéma d'amélioration continue. Justement en prenant tous les éléments qui permettent de vivre ensemble correctement et le fait de rappeler avec humour que voir l'autre avec ses propres filtres, c'est juste improductif au possible. Ça permet que les gens rient d'eux-mêmes aussi, pas vraiment du handicap de l'autre, ils rient plutôt de son propre filtre et de la façon dont il avait vu de façon complètement idiote l'autre qui est à côté de lui. Éric Bellion, Aline Crépin mettant en avant les dessins humoristiques pour casser des stéréotypes, mais est-ce que même est-ce qu'on peut rigoler avec une personne en situation de handicap, rigoler de son handicap? Est-ce que finalement, c'est pas un premier pas contre l'indifférence? Est-ce que l'indifférence est pire finalement que savoir rigoler de son handicap et de celui des autres? Bien sûr. De toute façon, l'humour est très important dans une équipe. Si vous ne rigolez pas avec une personne de l'équipe, vous la mettez de côté. Moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire et que je trouve vraiment très intéressant. Pour moi, la qualité première chez un équipier, et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise, c'est la fiabilité. La fiabilité, ça veut dire que je peux compter sur cette personne. Ça veut dire que cette personne, quand elle me dit ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, elle est tout à fait honnête. C'est-à-dire elle fait pas mystère de sa fragilité. Et c'est là où la fragilité perçue, assumée, devient une force extraordinaire. Et c'est en quoi d'ailleurs, parenthèse, une personne handicapée peut être une source de force dans une équipe qui est extraordinaire. Parce que s'il y a bien des personnes qui ont chuté très bas, qui se sont reconstruites contre vents et marées, il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont là, donc qui se connaissent. Et moi j'ai eu la chance de naviguer avec des personnes justement qui connaissaient leurs faiblesses et qui étaient capables de dire « ça je sais faire, ça je sais pas faire ». Et à partir du moment où vous dédramatisez la fragilité, où vous en faites une force en fait, de cette fragilité assumée, vous pouvez en rire. Et en fait, le rire est une façon de communiquer tout ça. Et tout est dédramatisé, puisque c'est une force extraordinaire de pouvoir rire de soi.
Aline Crépin, là je retiens deux choses de ce que vient de dire Eric Bellion, c'est la connaissance de soi-même, connaître ses limites, ses points forts et le rire évidemment. Est-ce qu'en entreprise c'est pareil? Ça commence pour être par exemple un bon manager, il faut déjà bien se connaître soi-même, c'est ça le message? Je pense que c'est important. Pour être, comme vous le disiez, les personnes qui ont une fragilité, elles la connaissent, mais parfois elles n'osent pas la dire. Et en entreprise, elles n'osent pas la dire, donc elles vont compenser. Et elles vont essayer de travailler davantage pour ne pas montrer qu'elles sont plus faibles que sur un sujet, parce qu'elles sont certainement plus fortes sur un autre. Mais elles peuvent être plus faibles sur un sujet, elles essayent de masquer ça aux yeux de leurs collègues ou de leur hiérarchique. Et effectivement, à partir du moment où on arrête de se mentir ou de mentir aux autres, on met sur la table ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on pourrait faire avec un accompagnement différent aussi, parce que les gens sont capables de faire des choses absolument fabuleuses, à condition qu'on mette bien en place les éléments qui vont les aider à le faire correctement dans l'équipe. Et pour le manager, c'est pareil. C'est-à-dire que si on est persuadé qu'on est hyper ouvert à tout le monde, etc., au moment où on va avoir des gens qu'on n'a pas l'habitude de manager, parce qu'au début, dans une entreprise, ça vient petit à petit. Et c'est vrai qu'au départ, certaines entreprises ont fait des erreurs, notamment en matière de handicap, parce qu'ils ont pris des gens qui étaient très handicapés pour le symbole, pour la communication, et sans forcément se rendre compte que ça s'accompagnait, qu'il fallait aussi accompagner les équipes, les managers, les personnes elles-mêmes à rentrer dans un collectif de travail. Pour certaines, ce n'était pas le cas depuis plusieurs années. Et je pense que ces erreurs-là, maintenant, les entreprises sont passées au-delà et essayent de construire dans la durée petit à petit des équipes qui sont de plus en plus variées. Et c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est pas de dire je vais faire une équipe variée pour faire une équipe variée. C'est de dire à partir du moment où mes critères de recrutement ne sont pas discriminants, à partir du moment où les outils que j'utilise ne sont pas discriminants, à partir du moment où moi-même j'ai conscience de mes propres filtres et que je ne vais pas privilégier telle personne par rapport à telle personne sur des mauvaises bases en me disant non mais lui il est forcément comme ça parce que c'est sa culture ou c'est son âge ou peu importe, ou c'est une femme ou c'est un homme, à partir du moment où on a mis ça en place, là, on peut avoir des équipes diverses de façon apaisée et après, on saura les faire travailler parce qu'on aura réfléchi sur soi-même. Et je pense qu'effectivement, la clé pour un manager, en premier lieu, c'est de bien se connaître et surtout bien connaître ses limites. Et parce qu'une fois qu'on connaît ses limites et ses stéréotypes, on peut travailler pour justement les contourner. Vous le savez, Décideur TV, c'est aussi donner la parole aux internautes. Une question de Max. Max nous dit « Je dirige une PME et me pose la question suivante. Y a-t-il un risque généré par le non-management de la diversité ?» Alors, si on prend le parti pied contraire, si on ne fait rien pour manager la diversité, quels sont les risques ? Alors, il faut d'abord savoir si Max a des équipes diverses ou pas, parce que s'il n'a pas d'équipe diverse, à la limite, c'est plutôt comment je peux faire pour recruter des équipes diverses, parce que parfois, on met des barrières sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on a pu, nous, avoir aussi chez nous, au début de nos travaux, où on se rendait compte qu'en mettant un critère qui avait l'air à peu près logique par rapport à ce qu'on recherchait, on cherchait des commerciaux terrain, et en mettant juste commercial terrain, ayant une expérience du terrain, on s'est aperçu, c'est il y a maintenant au moins 5 ou 6 ans, on s'est rendu compte que on héritait de discrimination passée, c'est-à-dire qu'on n'avait que des gens qui avaient eu une expérience de commercial terrain, mais qui avaient déjà été préfiltrés dans d'autres entreprises auparavant. Quand on a enlevé cette obligation du terrain et qu'on a pu mettre des expériences de commercial, notamment sur des plateaux d'appel ou autres, tout d'un coup, on a vu arriver des candidats qui ne venaient jamais dans nos fichiers, donc qui ne postulaient même pas. Donc, la première des choses pour manager la diversité, c'est déjà d'arriver à attirer des talents qu'on n'aurait pas attirés si on n'avait pas revu nos propres critères de recrutement. Et après, une fois que les gens sont dans l'entreprise, je pense que parfois on se dit, mais
ça peut paraître plus compliqué Est-ce que le risque, ça peut être un conflit permanent, une absence d'efficacité totale, justement parce que personne ne se comprend? Je serais moins... non, je suis moins pessimiste quand même qu'Éric sur le fait que... je sais pas, au tout début, vous disiez... oui, c'est super compliqué tout le temps. Alors, sur un bateau, dans un espace-temps réduit, c'est compliqué de façon immédiate. Dans l'entreprise, c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus longues à venir. Ce n'est pas forcément des conflits ouverts. C'est plutôt, je pense qu'avec de l'écoute, avec justement, si le manager se connaît bien, s'il connaît bien son entreprise, s'il a des objectifs clairs. Encore une fois, on va revenir aux objectifs. Si les objectifs sont clairs et que les valeurs qui portent l'équipe sont claires, a priori, le conflit, il ne devrait pas être là. La plupart du temps, quand on a des conflits, et qui sont des conflits avec des critères de discrimination qui arrivent, c'est souvent des problèmes de management. Ce n'est pas parce qu'un tel a une telle origine ou tel âge, c'est parce qu'en fait, le manager n'a pas tenu compte vis-à-vis de son équipe que cette équipe avait besoin de règles, parce qu'une entreprise comme un bateau, il y a des règles et tout le monde doit s'y conformer. Quelle que soit sa propre diversité, on s'y conforme. Alors, je me permets de peut-être élargir un peu le point, mais qui dit diversité inclut aussi la diversité religieuse. Je sais, Aline Crépin, que vous avez travaillé sur le fait religieux. J'évoquais les attentats de Charlie Hebdo et d'un hyper-cacher, qui soulève justement ces questions religieuses. Quelle est aujourd'hui la relation entre la diversité religieuse et la vie en entreprise? Mais là encore, sur la diversité religieuse, comme toute diversité, les cas qu'on a pu avoir à traiter, la plupart du temps, quand ce sont des cas, je dirais, personnels, individuels, en fait, ce sont des problèmes de management. Au bout d'un moment, il y a eu une cristallisation du problème de management et on s'est raccroché à ce qui semblait être son identité en se disant c'est certainement à cause de... Alors ça peut être ma religion, mais ça peut être ma couleur de peau, ça peut être mon sexe, ça peut être mon orientation sexuelle. Ça doit être ça qui a fait que mon manager ne me considère pas comme un équipier ou une équipière à part entière et comme quelqu'un à qui on peut attribuer un certain nombre de choses ou pas. Donc, la plupart du temps, on est vraiment sur des problèmes de management. Après, sur la question de la religion, on a, parce qu'on a pu voir aussi en début d'année, on a des extrêmes, on a des conceptions de la religion qui sont extrêmes et qui, là, pour le coup, ne sont pas compatibles avec une organisation du travail. Donc, les entreprises, elles sont confrontées effectivement, la plupart du temps, à des faits religieux qui sont tout à fait... simple à gérer parce que ce sont des demandes de congés pour des fêtes religieuses, ça peut être des demandes, ne serait-ce que à la cantine de pouvoir manger le midi, pas forcément d'avoir des viandes rituelles, etc., mais d'avoir la possibilité de manger le midi des choses variées et pas exclusivement un plat unique de porc, par exemple, mais d'avoir plusieurs plats, c'est juste du bon sens. Et quand on arrive à mettre en place des choses de bon sens, qui permettent, dans le respect de tous, parce que je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, on a parlé de confiance, mais il y a aussi la question de respect. C'est-à-dire le respect de l'autre et de sa différence, et de la face, si je respecte sa différence, il respecte la mienne également. S'il ne la respecte pas, c'est là qu'on a justement les extrêmes, et c'est là que l'entreprise doit agir et sanctionner des comportements extrêmes qui vont... faire exploser le collectif de travail si on ne les traite pas au départ. Pauline demande, êtes-vous pour ou contre le CV anonyme? Alors, je pense que le CV anonyme est un bel outil, mais c'est un outil parmi d'autres. Il y a l'inverse du CV anonyme, qui est le CV vidéo aussi, qui est apparu. Alors, c'est vrai que le CV anonyme, la loi de 2006... à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc je pense qu'on est beaucoup moins anonyme qu'on ne pouvait l'être à l'époque. Donc il y a plein d'autres outils qui sont tout à fait intéressants aussi et tout à fait en faveur de la diversité, pas exclusivement le CV anonyme. Est-ce que le CV anonyme, c'est quelque part ne pas reconnaître les différences ? Non, je pense que ça part de l'idée de pouvoir faire en sorte que le premier tri de CV ne soit pas discriminant et que les gens puissent accéder à un entretien.
Bon, il y a eu des études sur les effets du CV anonyme qui font que le problème, c'est que le tri peut se faire aussi au niveau de l'entretien, ce qui peut être extrêmement dommageable aussi pour les gens. Et c'est comme tout, on peut avoir de très beaux outils non discriminants. S'ils sont utilisés par des gens qui ne sont pas formés à la non-discrimination, ils peuvent justement être utilisés de façon mauvaise et être discriminants quand même. Donc, le CV anonyme, oui, mais pas seulement, et pas pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a plein de cas sur lesquels où vous ne pouvez pas appliquer un CV anonyme. Éric Bellion, j'ai une question un peu plus personnelle. Lorsqu'on vous demande de vous définir, vous dites que vous essayez de réaliser vos rêves, que vous ne voulez pas être un passager du monde. Qu'entendez-vous par là? En fait, j'ai fait un tour du monde à la voile il y a une dizaine d'années, et qui m'a complètement sorti de mon milieu, qui m'a fait découvrir des choses, qui m'a fait découvrir d'autres trajectoires. Et en rentrant de ce tour du monde, je me suis dit ça, j'ai pas envie d'être un passager de la planète. Et ça veut dire, j'ai envie d'être actif, j'ai envie de participer, j'ai envie d'apporter quelque chose. J'ai pas envie de me faire trimballer et de pas participer à un effort de vivre ensemble, qui n'est pas uniquement sur la diversité, mais qui est encore sur le respect de notre environnement, sur juste, je fais partie de l'équipage et je mets ma part de travail dessus. Voilà. Alors, pour réaliser ça, vous avez fait quelque part un choix un peu radical, 2 ans après votre sortie de l'EM Lyon. Vous avez d'abord travaillé dans le conseil, et puis finalement vous avez dit, l'entreprise telle qu'elle, comme ça, elle n'est pas faite pour moi. Vous êtes devenu navigateur, entrepreneur. Est-ce que, Aline Crépin, vous pensez que c'est possible de devenir un bâtisseur, un acteur de cette planète au sein de l'entreprise, notamment au sein de Randstad, par exemple? J'espère, sinon je pense que je ne serai pas là. Oui, je pense que on a des valeurs qui sont, semble-t-il, assez communes, et des idées sur la diversité et la façon de la manager qui sont assez communes. Moi, j'ai choisi plutôt de le faire de l'intérieur, en essayant de voir comment on peut construire, faire bouger les lignes à l'intérieur. Alors, ça demande un peu de persévérance, parce que ce n'est pas évident. Ça demande, il faut y croire, et c'est le cas aussi, je pense, pour vous. Mais c'est important, je pense, qu'à l'intérieur d'une entreprise, il y ait des gens, des équipes, parce que je ne suis pas toute seule, heureusement, et on convainc petit à petit des gens qui se mettent en mouvement. Et c'est ce que vous faites en essayant de les sortir de leur quotidien, de les mettre en mouvement, de les remettre dans leur quotidien pour qu'ils soient de nouveau en mouvement. Alors moi, je les ai plutôt quand ils sont dans leur quotidien, mais mon métier, le métier tel que de la RSE, tel que je l'imagine, c'est de mettre les gens en mouvement. Et c'est de faire progresser globalement les gens et leur entreprise dans le même sens. Et la diversité, c'est peut-être aussi justement le dialogue entre des aventuriers et des entreprises classiques. On terminera là-dessus. Éric, vous allez participer au Vendée Globe en 2016, le 6 novembre 2016. Et pour cette opération qui s'appelle donc Comme un seul homme, vous voulez associer une vingtaine d'entreprises mécènes. Racontez-nous. L'idée, elle est simple, elle est à travers ce projet, de ne plus traiter la diversité humaine que sur l'aspect civique, humaniste, légal ou fiscal. Et de le renvoyer à quelque chose pour moi, plus enchanteur dans le monde de l'entreprise, qui est redécouvrir que cette diversité humaine, c'est la source d'innovation. C'est donc la source de performance, c'est la source d'enrichissement collectif et de bien-être personnel. Et je pense qu'en traitant la diversité sur cet aspect-là, on va embarquer beaucoup plus de monde. Parce que quand on traite de diversité aujourd'hui dans l'entreprise, et on voit l'énergie qu'il faut dans les missions diversité, dans les RH pour amener aux collaborateurs ces valeurs et les faire adhérer, mais souvent on touche les mêmes, les convaincus, et ils sont peu dans l'entreprise. Alors que si on amène justement sur le terrain de la performance, de l'innovation, on va toucher les managers, on va toucher les boards, on va toucher les recruteurs. Et donc tout le projet Comme un seul homme, c'est ça, c'est de se servir d'une vitrine extraordinaire qu'est le Vendée Globe. C'est l'événement sportif numéro 1 en France, donc ça draine l'intérêt de
la majorité des gens. Et on va les capter grâce à ça et on va leur raconter ces valeurs. Et les 20 entreprises qui sont en train de nous rejoindre, pour l'instant il y en a 7, les 20 entreprises qui vont nous rejoindre, c'est les collaborateurs qui vont prendre la parole et qui vont aller témoigner de la richesse de la diversité de l'entreprise, ce qu'ils ont vécu avec sincérité, avec de l'émotion, et ils vont aller témoigner auprès du grand public. On sert d'un adage bien connu qui est qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on enseigne. Donc on va faire en sorte que les collaborateurs enseignent le grand public pendant les 100 jours du Vendée Globe. Un peu la même méthode que vous nous disiez. On a beaucoup de points communs. Lorsque vous formez vos managers, ou après avoir fait raconter une histoire à vos managers sur 3 critères, vous les invitez à en assurer la promotion auprès d'autres personnes. Écoutez, merci beaucoup de votre participation. Merci Eric Bellion, merci Aline Crépin. Et quant à moi, je vous retrouve dès mardi prochain pour un nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. À bientôt.